Je vous propose ici tout d'abord d'essayer de caractériser l'époque mérovingienne et de nous intéresser davantage à ces mérovingiens. Et une nouvelle fois, je vous propose un document pour essayer un peu de comprendre cette société mérovingienne. Alors, vous avez ici une plaque d'ivoire, un objet précieux et magnifique, qui représente une scène historique, un événement historique excessivement important dans l'histoire des Francs qui ont donné cette société mérovingienne qui se développe en Europe et plus précisément justement dans nos régions. Nous avons ici une représentation de Clovis qui est en train de se faire baptiser. Et vous voyez, Clovis, il va donc intégrer la cuve baptismale et il va être baptisé par un religieux, mais pas n'importe lequel. Il s'agit de Saint Rémy, évêque de Reims. Alors, à la fin de l'époque de l'Empire romain d'Occident, eh bien, l'Empire romain d'Occident, le territoire de celui-ci, va, si vous voulez, commencer quelque peu à se désagréger, mais depuis l'empereur Constantin, donc depuis le IVe siècle, la chrétienté jouait un rôle spirituel et politique quand même assez important. Et donc, si vous voulez, dans cette certaine fragmentation de l'Empire romain d'Occident après 476, eh bien, nous allons voir apparaître ces fameux évêques qui vont jouer quand même un pouvoir temporel certain. Et parmi ces évêques influents, eh bien, vous aviez le futur Saint Rémy, évêque de Reims. Et donc, par cet acte, par ce baptême, Clovis pense avant tout à s'assurer aussi l'aide militaire et l'appui aussi peut-être financier et certainement territorial de ce personnage, de cet évêque très important à l'époque. Et assiste également à cette scène Clotilde. Vous voyez, Clotilde, elle est couronnée, c'est l'épouse de Clovis, qui est une princesse germanique, mais une princesse chrétienne. Donc ce baptême de Clovis a diverses répercussions et certainement une répercussion politique excessivement forte. Alors Clovis, c'est un des rois mérovingiens, des rois francs célèbres du début du Moyen-Âge. Son père l'est également célèbre. Il s'agit de Childéric. Alors, Childéric, on le connaît très bien en Belgique. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'on a découvert, durant les temps modernes, la tombe de Childéric dans la ville de Tournai. La ville de Tournai que vous connaissez tous. Alors, ce qu'il faut savoir, les Francs comme les Mérovingiens, ils ont une tradition. Et d'autres civilisations de l'Antiquité et de l'époque médiévale l'ont fait ou le feront. On aime bien consacrer à la terre, on aime bien inhumer ses rois, ses chefs de guerre, et on aime les enterrer justement avec des accessoires, avec leur matériel, avec des objets usuels de la vie de tous les jours. Donc, lorsque les archéologues ont la chance de fouiller des tombes mérovingiennes, et surtout des tombes ayant appartenu à une personnalité politique forte de la société mérovingienne, eh bien, on retrouve toute une série de matériels, toute une série d'objets ayant appartenu aux défunts. Donc, ces découvertes archéologiques sont excessivement importantes pour que nous puissions nous documenter sur cette société mérovingienne. Et Childéric, justement, sa tombe a été découverte à Tournai. Tournai, qui à l'époque de Childéric était la capitale du royaume franc. Et de nombreux trésors ont été découverts, comme l'anneau de Childéric, plusieurs armes, comme par exemple cette lame de hache, et aussi toute une série de bijoux très précieux, en or, très bien réalisés, comme ces espèces de petites abeilles qui permettaient de décorer les vêtements, car les Mérovingiens, les Francs du début du Moyen-Âge adorent, lorsqu'ils en ont les moyens, bien porter des bijoux, qu'ils soient hommes ou femmes. Après Childéric viendra donc Clovis qui modifiera l'emplacement de la capitale de son royaume, et donc cela passera de Tournai vers
Paris qui reste encore aujourd'hui une ville excessivement importante sur l'échiquier européen, capitale de la France, bien entendu. Je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de notre ligne du temps. Et comme vous pouvez le constater, cette dernière partie de la ligne du temps, elle s'intéresse au dernier siècle du Moyen-Âge. Elle évoque également les temps modernes qui finalement n'ont duré que 3 siècles et nous permet également d'entrer dans l'époque contemporaine. Alors, vous le voyez, il y a une nouvelle époque qui va rythmer le Moyen-Âge, c'est l'époque carolingienne. L'époque carolingienne qui se situe aux alentours du 8e, 9e siècle. Et bien entendu, lorsque l'on parle des Carolingiens du Haut Moyen-Âge, on pense avant toute chose à un personnage. Il s'agit du célèbre Charlemagne. Charlemagne, retenez l'événement pour pouvoir le situer dans le temps. Charlemagne qui fut couronné empereur à l'image des empereurs de l'Antiquité à Rome, le jour de la Noël de l'an 800 après Jésus-Christ. Et sur cette enluminure, nous retrouvons le pape Léon III qui pose la couronne impériale sur la tête de Charlemagne. Et nous voyons à côté de Charlemagne 2 de ses représentants qui vont lui remettre d'autres signes distinctifs du poste impérial, l'épée impériale et un globe couronné d'une croix, donc qui montre justement le lien direct entre l'empire de Charlemagne et la chrétienté, ce qui est tout à fait normal vu que Charlemagne reçoit ce titre des mains du pape. Donc vous voyez un lien très fort au Moyen-Âge entre la sphère religieuse et la sphère politique qui n'hésite pas, bien entendu, à se mélanger. Lorsque l'on parle de Charlemagne, on pense notamment à son palais à Aix-la-Chapelle ou à Aachen, ça se situe en Allemagne aujourd'hui. On pense aussi aux nombreuses réformes qu'il a réalisées de son vivant. Ce qui est très, très intéressant de remarquer avec Charlemagne, c'est que l'on peut, de manière synthétique, diviser son règne en 2 grandes parties. Tout d'abord, Charlemagne va être un grand conquérant, un grand chef militaire qui va annexer de nombreux territoires. Et donc, si vous voulez, il va déjà réussir à composer un territoire qui pourrait ressembler à une belle partie de l'Europe actuelle, en englobant une partie de l'Espagne, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie. Entre autres, la Suisse, le Luxembourg, une bonne partie aussi de l'Autriche. Et dans la deuxième partie de sa vie, Charlemagne va un peu profiter de ses acquisitions, de ses conquêtes, pour tenter d'unifier son royaume et par la suite son empire, en instaurant toute une série de réformes. Et ce qui est très intéressant de la part de ce personnage, c'est qu'il a tout de suite su s'entourer à sa cour d'Aix-la-Chapelle, s'entourer d'intellectuels qui vont l'aider à mettre en place toute une série de réformes culturelles. Et parmi ces réformes, il y a bien entendu un réaménagement, une réforme, une nouvelle structuration de l'enseignement. Donc, il est clair que sous son règne, sous le règne de Charlemagne, l'Europe conquise par cet empereur, va voir son système éducatif se perfectionner. De là à dire que Charlemagne a inventé l'école, il n'y a qu'un pas que nous n'allons pas franchir. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons déjà vu, à l'aide d'autres documents comme ce bas-relief gallo-romain du IIe siècle après Jésus-Christ, que l'école existait déjà avant Charlemagne. Donc l'école, ce n'est pas une invention de Charlemagne, mais retenez peut-être cette information, Charlemagne, avec l'aide d'érudits de son temps, a pu apporter des modifications, a pu un peu révolutionner l'enseignement tel qu'il était donné avant lui. Il y a une donnée chronologique qui est également importante, si vous voulez. À la fin du règne de Charlemagne, donc on se situe dans les dernières décennies du IXe siècle, l'Europe voit apparaître toute une série de menaces extérieures.
vous avez des pays du sud qui menacent l'Europe, vous avez des pays de l'ouest qui menacent également l'Europe, et le nord n'est pas en reste. L'on voit ainsi débarquer aux alentours vers le 9e, 10e siècle en Europe, les fameux Vikings qui vont, si vous voulez, assainir de raids les contrées européennes, la France, Paris, Reims et aussi nos régions. Vous avez plusieurs villes belges qui vont être victimes de ces raids vikings, les Vikings empruntant les voies de navigation justement et notamment la Meuse et l'Escaut pour mener leur raid. Alors qu'est-ce qu'un raid? Qu'est-ce qu'une incursion viking? Eh bien, si vous voulez, les Vikings vont pénétrer dans des territoires étrangers grâce à leurs célèbres bateaux, les dracars. Et que vont-ils faire? Eh bien, ils vont essayer de piller, de rançonner, de confisquer plusieurs richesses qu'ils vont emmener avec eux en retournant vers le nord de l'Europe. Alors, que va-t-il se passer en Europe? Vous allez comprendre pourquoi je vous parle des Vikings. Que va-t-il se passer en Europe dans le tournant donc, du 9e, 10e siècle? Eh bien, on va essayer de se protéger contre ces raids vikings ou contre d'autres menaces extérieures. Et l'on va donc voir en Europe de plus en plus, et dans nos régions également, de plus en plus la formation de ce type d'édifices en bois. Vous avez en fait ici à l'écran sur cette reconstitution l'ancêtre des beaux châteaux forts du XIIe siècle. Nous nous situons au IXe siècle et les petits seigneurs locaux vont décider de construire ces mottes castrales. Vous le voyez, c'est une tour en bois positionnée sur une structure en terre. Et en contrebas de cette motte castrale, on retrouve la basse-cour, on retrouve, en l'occurrence ici dans cette illustration, quelques maisonnées qui dépendent directement donc, de cette motte castrale, de cette tour en bois, servant notamment de tour refuge lors de ces incursions vikings.